Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro des Matins du Sénat. 5 mois, jour pour jour, après l'incendie de l'usine Lubrizol, la ministre de la Transition écologique a été auditionnée au Sénat. La commission d'enquête en charge de cette audition est, vous le savez, chargée d'évaluer l'intervention des services de l'État dans la gestion de l'incendie. Et devant cette commission, Elisabeth Borne a estimé qu'il fallait sans doute renforcer les sanctions en matière d'atteinte à l'environnement. On regarde l'audition, on en reparle juste après. Madame la ministre, nous allons commencer notre audition, ou plutôt votre audition. C'est a priori la dernière audition de notre commission d'enquête, donc nous sommes très heureux de vous entendre aujourd'hui. Comme vous le savez, il y a tout juste 5 mois, jour pour jour, se déclenchait l'incendie de l'usine Lubrizol. Si cet incendie a été rapidement maîtrisé, l'ampleur du panache, la persistance d'odeurs sur la ville de Rouen pendant plusieurs semaines ont alimenté un sentiment de colère et d'incompréhension. Le 2 octobre, dès le 2 octobre, vous avez fait parvenir au préfet une instruction constituant une première réponse après l'incendie. Ma première question sera de vous demander quel retour vous avez eu par rapport à ces recommandations et à leur mise en œuvre. Nous avons été, il y a pas très longtemps, il y a quelques semaines à peine, dans le Rhône, dans la vallée de la Chimie, et nous avons été assez étonnés de découvrir que sur de nombreux sites Céveso, il n'y avait jamais eu d'exercice mené en dehors des heures ouvrées, ce qui nous paraît un petit peu lacunaire. Et donc nous souhaiterions savoir également si sur ce sujet, les choses sont en phase d'évolution. Il y a 2 semaines, vous avez dévoilé un plan d'action pour éviter qu'un nouvel accident de même ampleur se reproduise. Et vous avez notamment annoncé une augmentation de 50% du nombre des contrôles. C'est un objectif ambitieux auquel nous ne pouvons que souscrire. Simplement, nous nous interrogeons sur la tenabilité d'un tel objectif avec des effectifs qui, a priori, ne devraient pas augmenter en proportion. Et donc, nous souhaiterions que vous puissiez nous donner quelques éléments sur ce point. Et puis, le dernier sujet que je voulais évoquer avant de vous laisser la parole, et puis bien sûr que mes collègues puissent vous interroger, c'est que s'il est certainement important de renforcer les contrôles, il est, à notre sens, encore plus important de vérifier et de s'assurer que ces contrôles sont suivis des faits. Et à cet égard, c'est pour nous un sujet d'interrogation et même d'insatisfaction de constater que, notamment dans l'usine Lubrizol, et ça a été relevé dans l'arrêté de mise en demeure formulé par le préfet, il y avait un certain nombre de remarques qui avaient été formulées par le DREAL 1 an et demi plus tôt, et plus précisément le 19 avril 2018, concernant notamment le plan de défense incendie pour une meilleure prise en compte des récipients mobiles. Et donc, là aussi, nous aimerions vous entendre sur ce sujet. À notre avis, c'est quand même pas normal, c'est quand même pas légitime que des remarques aussi importantes de la part des services de l'État puissent rester lettre morte. Voilà quelques points sur lesquels que je voulais évoquer avant de vous laisser la parole. Je me dois de vous rappeler que vous êtes devant une commission d'enquête parlementaire, que tout témoignage mensonger est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Et donc, je vais vous demander, Madame la Ministre, de bien vouloir prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, de lever la main droite et de dire « je le jure ». Je le jure. Merci. Donc, je vous laisse la parole avant de donner la parole au rapporteur et aux membres de la commission. Merci, Monsieur le Président, Mesdames les rapporteurs, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Je voudrais tout d'abord vous remercier de me donner à nouveau l'occasion de m'exprimer devant vous sur cette catastrophe industrielle qui, comme vous l'avez rappelé, a frappé les habitants de Rouen, de la Seine-Maritime et au-delà le 26 septembre dernier. Je voudrais redire que dès les premières heures de cet incendie hors norme, l'ensemble des services de l'État ont été pleinement mobilisés. En premier lieu, je voudrais rappeler que l'intervention des sapeurs-pompiers a été exemplaire. Les 280 pompiers qui ont été mobilisés ont fait preuve d'un immense courage et je voudrais à nouveau les remercier.
Grâce à eux, malgré la violence de l'incendie, on ne déplore aucun blessé et a fortiori aucun mort. Je voudrais aussi souligner l'implication des agents de la DREAL Normandie. Depuis la fuite de Mercaptan sur le site de Lubrizol en 2013, ce sont pas moins de 39 inspections qui ont été réalisées en 6 ans. Ces inspections ont permis de tester le plan d'opération interne de Lubrizol ou de renforcer les dispositifs de prévention des incendies. Et puis je rappelle que la mise en œuvre du plan de prévention des risques technologiques de Lubrizol avait également permis de réduire 2 facteurs de risque importants avec la suppression d'une cuve de GPL et d'une cuve d'acide chlorhydrique qui étaient initialement à proximité des bâtiments qui ont brûlé. Ça a clairement permis d'éviter des conséquences encore plus dramatiques. Le gouvernement s'est engagé à faire face aux conséquences environnementales et sanitaires de cet accident dans la transparence la plus absolue. C'est pourquoi toutes les informations, toutes les données scientifiques et leurs interprétations ont été rendues publiques. Elles ont été présentées lors des comités de dialogue et de transparence qui se sont mis en place, et donc comité qui s'est réuni à 6 reprises. Elles ont aussi été systématiquement mises en ligne sur le site de la préfecture de Seine-Maritime et donc sont accessibles à tous. Par ailleurs, nous avons imposé la mise en place d'une surveillance environnementale post-accidentelle avec 2 arrêtés de mesures d'urgence en date du 26 septembre pour Lubrizol, du 30 septembre pour Normandie Logistique, dans les jours qui ont suivi l'incendie. Pour l'alimentation, ce sont plus de 500 prélèvements qui ont été réalisés, dont les résultats se sont révélés inférieurs aux normes applicables. Les prélèvements vont se poursuivre dans la durée pour vérifier que tous les résultats restent bien conformes. En ce qui concerne les retombées, les résultats sont cohérents avec le bruit de fond, c'est-à-dire la qualité moyenne des sols avant l'incendie, notamment pour les hydrocarbures, les métaux et les dioxines. Quelques traces ont été mesurées de soufre, de zinc et de phosphore, éléments qui étaient bien présents dans les produits de Lubrizol. Leur très faible concentration ne nécessite pas de mesures de précaution particulières. Dans les sols, plus de 1000 prélèvements ont été réalisés dans les 125 communes potentiellement touchées par le panache. En raison d'une saturation des laboratoires d'analyse, seule une première série de résultats pour 23 communes autour de Rouen a été rendue disponible. Ces premiers résultats ne présentent pas d'anomalies particulières, mis à part quelques traces de plomb, de mercure et de benzoapyrène, sans qu'il soit possible de les relier à l'incendie. Par ailleurs, j'ai demandé dès le 4 octobre la réalisation d'un protocole de suivi des eaux de surface et de la biodiversité à l'Agence française de la biodiversité, désormais OFB, aux agences de l'eau de Seine-Normandie et d'Artois-Picardie, à l'Office national des forêts et au Centre de documentation, de recherche et d'expérimentation sur les pollutions accidentelles des eaux, le CEDRE. Les analyses réalisées sur les cours d'eau présentent de faibles concentrations en hydrocarbures dont le lien avec l'accident n'est pas établi, compte tenu de leur localisation géographique. Aucune mortalité piscicole n'a été relevée en dehors de la Darse, qui a accueilli une partie des eaux d'extinction de l'incendie. Le diagnostic complet de cet état des milieux est attendu pour le mois d'avril et il permettra de mener une étude quantitative des risques sanitaires dont les résultats seront ensuite expertisés par les agences sanitaires. Je pense qu'on peut dire que c'est la première fois que des analyses sont réalisées sur un spectre aussi large de polluants et sur des volumes aussi importants. Elles permettent d'apporter une information rigoureuse sur les conséquences sanitaires et environnementales de ce sinistre, conformément à notre engagement de transparence. Pour éviter qu'un tel accident ne se reproduise, nous avons tiré des premières leçons de cet accident. Dès la survenue d'accident, j'avais diligenté une mission d'inspection générale, en l'occurrence le CGEDD et le CGE. Les recommandations de cette mission ont été présentées lors du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques le 13 janvier et les membres de ce Conseil m'ont eux-mêmes fait part de leurs réflexions et propositions. Je précise que les problématiques relatives à la gestion de crise font l'objet d'une mission d'inspection générale qui rendra ses conclusions au printemps. Le plan d'action que j'ai présenté le 11 février sera ainsi complété dans les prochains mois sur les questions de l'alerte des populations et du développement de la culture du risque.
Le premier axe du plan d'action que j'ai présenté consiste à renforcer la transparence lorsqu'un accident industriel a lieu, en mettant à disposition l'ensemble des informations pertinentes. Lors de l'incendie le 26 septembre, nous avons eu des difficultés à récupérer une liste précise et utilisable des produits impliqués dans l'incendie. Pour garantir une parfaite transparence, nous allons imposer que soit mis à disposition du public, dès la survenue de l'accident et dans des termes intelligibles par les non-spécialistes, la nature et la quantité des produits stockés. D'autre part, les délais d'analyse sont encore trop longs, c'est ce que j'évoquais notamment sur le fait que seuls les résultats de 23 communes sont aujourd'hui connus. Et c'est pourquoi nous demanderons aux industriels d'identifier en amont les moyens de prélèvement et d'analyse associés. Enfin, des études viendront compléter les valeurs toxicologiques de référence et les valeurs de bruit de fond sur un éventail de polluants plus large pour faciliter l'interprétation des valeurs mesurées. En fait, notamment les mesures de dioxine dans l'environnement, aujourd'hui on n'a pas de valeur ni toxicologique de référence. On sait qu'on en a dans les produits alimentaires, mais dans l'environnement il n'y en a pas. Et par ailleurs, on n'a évidemment pas la cartographie de l'ensemble des teneurs en bruit de fond sur ces différents polluants. Donc ça veut dire que c'est un axe de travail très, très lourd de pouvoir disposer de l'ensemble de ces valeurs. Deuxième axe, nous devons évidemment éviter que des incendies de cette ampleur se déclenchent à nouveau. Donc l'enquête judiciaire est toujours en cours, donc nous n'avons pas d'éléments sur l'origine de l'incendie, mais on sait que son développement rapide découle notamment de la présence d'une nappe enflammée qui a propagé l'incendie entre plusieurs stockages, ce qui nous amène à envisager plusieurs axes d'amélioration pour limiter précisément la propagation de l'incendie au sein des différents stockages d'un même site. Donc nous allons revoir les mesures de compartimentage, la disposition des stockages des produits et la conception des cuvettes de rétention. Et puis il nous faut aussi éviter la propagation d'incendies entre des sites voisins. Nous allons désormais inspecter systématiquement l'ensemble des installations classées dans un rayon de 100 mètres autour des sites Seveso. Enfin, les moyens d'extinction sur le site Lubrizol se sont révélés insuffisants, ce qui a nécessité de mettre en place en urgence des bateaux-pompes sur la Seine, des émulseurs aussi, les produits que les pompiers mélangent à l'eau pour obtenir de la mousse ont dû être recherchés parmi les industriels voisins pendant l'incendie. Donc nous allons désormais demander aux industriels d'identifier en amont des capacités suffisantes d'eau d'extinction et d'émulseurs. L'ensemble des nouvelles obligations seront testées lors d'exercices réguliers, obligatoirement une fois par an pour les sites Seveso seuil haut, alors que la pratique est d'une fois tous les 3 ans actuellement. Nous allons donc renforcer nos moyens de contrôle et d'enquête pour s'assurer que ces nouvelles réglementations soient bien appliquées. Donc j'ai en effet indiqué que nous nous fixons l'objectif d'augmenter de 50% le nombre de contrôles d'ici la fin du quinquennat. L'atteinte de cet objectif reposera sur une réduction des charges administratives des inspecteurs des installations classées, notamment par le développement d'outils numériques et puis aussi en privilégiant des contrôles sur site, alors que ces dernières années, finalement, les inspecteurs ont été de plus en plus chargés par de l'instruction de dossiers, avec une charge particulière liée précisément à la mise en place des PPRT, qui sont quasiment tous élaborés aujourd'hui, mais ce qui a représenté une charge administrative très importante pour nos inspecteurs. En tout cas, ce travail, il va être mené et on ajustera, le cas échéant, les effectifs une fois qu'on aura fait ces différentes optimisations pour atteindre l'objectif que j'ai fixé de 50% de contrôle supplémentaire. Et puis, dernier point, j'ai aussi souhaité qu'on puisse disposer dans le domaine des risques industriels, des risques technologiques, d'un bureau d'enquête accident. Donc je pense que c'est des outils qui existent, par exemple, dans tous les domaines des transports, aériens, terrestres, maritimes. Et c'est très précieux de pouvoir mobiliser cette expertise, non pas pour doublonner l'enquête judiciaire, mais pour tirer le plus rapidement possible toutes les conséquences d'un accident majeur. Donc, je le redis, le gouvernement s'est engagé à présenter les faits
tels qu'ils sont, en toute transparence, et à tirer le retour d'expérience de cet accident. Le plan d'action que j'ai présenté le 11 février répondait à cet objectif de prendre au plus vite les dispositions pour éviter qu'un tel accident se reproduise. Alors peut-être pour revenir sur les questions que vous avez évoquées, Monsieur le Président, donc je vous confirme qu'effectivement j'avais saisi les préfets pour demander que les DREAL prennent la tâche des responsables de l'ensemble des sites Seveso, la demande étant de vérifier le dimensionnement et le caractère opérationnel des mesures de maîtrise des risques, en particulier ce qui permet de prévenir des incendies, que des exercices de préparation qui sont indispensables pour vérifier l'effectivité des mesures de protection soient réalisés en période nocturne, de vérifier que les exploitants disposent en temps réel d'une connaissance de la nature et des quantités de produits. Donc la réglementation va être ajustée sur ce point-là. 98% des exploitants ont fait un retour au préfet, notamment sur leur capacité à produire les éléments tels que demandés. Et naturellement, nous allons aussi nous assurer qu'on pourra dans les prochains mois faire des exercices en période nocturne, ce qui devrait théoriquement être le cas. Peut-être vous dire aussi que sur les préconisations, les recommandations ou les injonctions qui avaient été données par la DREAL, ces mesures, notamment celles qui avaient été prescrites pour améliorer la défense incendie, avaient fait l'objet d'une mise en demeure qui ensuite a pu être levée mise en demeure en 2017, levée en 2018, l'exploitant s'étant mis en conformité. Et puis également, donc, je pense que toutes ces recommandations ont aussi contribué à améliorer le POI, le plan opérationnel interne de l'entreprise, ce qui a certainement aussi facilité la gestion de cet incendie. Et je pense qu'aujourd'hui, lorsque des prescriptions sont faites, sous le contrôle de Monsieur le Directeur Général, il y a, le cas échéant, ça aboutit à des mises en demeure qui font l'objet de sanctions importantes. Voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas de régularisation, il peut y avoir des astreintes administratives, voire des suspensions d'autorisation d'exploiter. Peut-être cela renvoie aussi à projet de loi que vous avez dû examiner, porté par Nicole Belloubet, sur d'autres outils qui peuvent permettre d'obtenir la réparation de préjudice et des sanctions dissuasives sans passer par une suspension d'exploitation qui, pour le coup, peut paraître effectivement difficile à prononcer par les représentants de l'État. Bien, je reviendrai peut-être sur ce que vous venez de dire, mais je vais tout de suite donner la parole à Mme Bonnefoy, notre co-rapporteure, parce que je sais qu'elle a une contrainte horaire. Je reviendrai sur ce que vous avez dit, et donc je donne la parole tout de suite à Mme Bonnefoy. Oui, merci Monsieur le Président. Je vais devoir m'absenter dans les minutes qui suivent et je vous prie de bien vouloir m'en excuser. Je voulais, Madame la Ministre, vous interpeller. Nous sommes depuis plusieurs mois maintenant en train de travailler sur, dans le cadre de cette commission d'enquête sur les suites de l'incendie de Lubrizol. Vous avez fait vous-même un certain nombre de recommandations. Comme lui rappelait le Président tout à l'heure, par exemple, augmenter les contrôles des installations classées pour la préservation de l'environnement, les ICPE. Parallèlement, le gouvernement est en train de présenter, et c'est en ce moment, je crois d'ailleurs en commission spéciale, un projet de loi accélération et simplification de l'action publique. Et dans ce projet de loi, aux articles 24, 25 et 26, si je regarde l'article 24, pour les installations classées, dans l'installation d'une ICPE, il est dit que l'article rend facultatif la consultation par le préfet du CODERS, qui est le Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. De la même façon pour la commission départementale de la nature, des sites et des paysages. Dans l'article 25, ce projet de loi dit recourir à une simple consultation publique au lieu d'une véritable enquête publique pour les projets soumis à autorisation environnementale. Pour l'article 26, il dit autoriser le début des travaux avant que l'autorité environnementale n'ait donné son autorisation ou encore alléger les contrôles environnementaux.
Je considère pour ma part que ces articles dans ce projet de loi sont contradictoires avec vos recommandations, préconisations et contradictoires également avec la décision du Conseil constitutionnel qui, le 31 janvier 2020, a clairement tranché en faveur de l'intérêt général au travers de la préservation de l'environnement face à les libertés d'entreprendre. Donc si je comprends bien la logique qui anime ce projet de loi, qui est plus une logique de Bercy et donc d'économie, je considère pour ma part qu'elle va à l'encontre des problématiques environnementales et donc je voulais bien évidemment interroger la ministre de l'Environnement sur cette situation que je trouve quand même dommageable et regrettable au regard du renforcement que nous devons avoir plutôt en matière de droit environnemental. En résumé, est-ce opportun d'alléger les contraintes en matière environnementale après ce qui s'est passé ? Madame la ministre. Alors, moi, je ne partage pas la lecture que le projet de loi que vous avez mentionné restreindrait notre capacité à contrôler les risques technologiques dans les installations classées. Je sais qu'un certain nombre d'ONG environnementales ont soulevé des questions et on aura l'occasion d'échanger également avec elles. S'agissant par exemple de la consultation du CODERST, vous savez qu'on est dans une situation assez paradoxale dans laquelle la saisine du CODERST est facultative dans le cadre d'autorisation et sur les installations de moindre importance qui sont soumises à enregistrement. Aujourd'hui, la saisine est obligatoire. Donc on voit qu'à force de modifier les textes, on arrive à une situation qui n'est pas tout à fait logique. Moi, je pense qu'on peut tout de même... je pense qu'on peut s'appuyer sur des préfets pour prendre des décisions de bon sens. Et j'imagine mal, il faut mieux espérer, parce que sinon le monde deviendrait compliqué. Et je pense que je ne vois pas un préfet qui se dispenserait de saisir le CODERST sur une autorisation, sur une décision, et je rappelle que c'est possible pour des catégories d'établissements présentant plus de risques, puisque c'est possible en cas d'autorisation. Et aujourd'hui, ça ne l'est pas en cas d'enregistrement, mais je ne vois pas un préfet qui ne soumettrait pas au CODERST, qui ne recueillerait pas l'avis du CODERST sur une décision concernant un projet sensible. Donc c'est simplement de permettre, sur des dossiers qui n'ont pas une sensibilité particulière, de pouvoir faire, pour les dossiers soumis à enregistrement, ce qui est possible aujourd'hui sur des dossiers plus importants soumis à autorisation. Je pense qu'en aucun cas, ça ne peut s'analyser comme une moindre précaution sur des autorisations ICPE. De la même façon, sur la possibilité d'avoir une consultation du public électronique et non pas une enquête publique, je rappelle que cette faculté n'existe pas pour les projets qui sont soumis à évaluation environnementale, donc les projets importants. Les projets les plus impactants pour l'environnement, qui sont donc soumis à évaluation environnementale, feront nécessairement l'objet d'une enquête publique. Voilà. Ensuite, la consultation électronique, je pense que tout ça peut aussi se discuter, de savoir si c'est plus accessible quand on a une consultation du public que d'avoir un dossier d'un commissaire enquêteur, un dossier soumis à une enquête publique qui n'est accessible par définition qu'à ceux qui se rendront dans le lieu où le dossier est présenté. Je pense qu'on peut poursuivre les échanges sur la garantie que donnent les commissaires enquêteurs et la façon dont on peut s'assurer, quand on est en consultation électronique, d'avoir ces mêmes garanties de transparence sur la prise en compte des différents avis qui ont été formulés dans le cadre d'une consultation électronique. Voilà, tout ça pour dire, et puis pour finir, sur la possibilité d'engager des travaux sur une partie d'un permis de construire sans attendre la décision sur l'autorisation environnementale. Vous aurez noté que c'est strictement encadré, c'est-à-dire le cas dans lequel on se place serait une construction dans une zone dans laquelle il n'y aurait pas des enjeux d'artificialisation, de défrichement et donc pas d'enjeux, par exemple, en termes de loi sur l'eau ou d'espèces protégées, dans laquelle on pourrait démarrer les travaux, on va dire le gros œuvre, en prenant le risque de ne pas avoir ensuite la faculté d'exploiter l'installation.
Donc je pense qu'on est sur un certain nombre de cas limités, et de toute façon, en aucun cas, ça ne conduit à baisser la garde sur les exigences préalables à une autorisation d'installation classée pour la protection de l'environnement. Merci beaucoup. Deux points quand même par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure. Bon, d'abord, les PPRT, ils n'ont pas tous été pris. Il en reste quand même quelques-uns qui sont à prendre. Et surtout, vous avez eu l'air d'indiquer que toutes les prescriptions étaient globalement mises en œuvre dès lors qu'elles avaient été formulées. Moi, je me la suis fait rapporter, vous voyez, pendant que vous répondiez à Madame la rapporteure, la lettre du préfet de région du 17 décembre 2019, et dont j'avais déjà lu certains extraits aux responsables de Lubrizol ici même en décembre, qui montre très clairement qu'un certain nombre de remarques formulées par le préfet de région en 2018 n'étaient toujours pas prises en compte au moment des événements. Donc ça montre bien qu'il y a, à mon sens, nécessité de vérifier davantage la manière dont les mises en demeure ou les remarques sont prises en compte par les entreprises. Je crois qu'il y a un vrai travail de ce côté-là, et vous aviez l'air de minimiser un petit peu cet aspect des choses dans votre réponse. Alors peut-être pour revenir sur les PPRT, tous ne sont pas arrêtés à ce jour, mais on a 385 PPRT sur les 390 prescrits qui ont été élaborés. Donc il y a 5 PPRT plus complexes qui sont toujours en cours d'élaboration. Une fois qu'on a ces PPRT, ça ne veut pas dire qu'ils sont tous mis en œuvre, et on sait qu'on a 2 types de prescriptions dans les PPRT, à la fois des biens qui peuvent faire l'objet d'une expropriation ou d'un droit de délaissement, sur lesquels c'est compliqué de savoir, s'agissant du droit de délaissement, quel est le stade d'avancement, puisque ça suppose qu'il y ait une initiative de la part du propriétaire. Mais globalement, on a un taux d'avancement de 18%. Donc ça veut dire que ces PPRT, qui ont pris un certain temps à être élaborés, ne sont pas encore totalement mis en œuvre. Et puis par ailleurs, il y a tout ce qui concerne les prescriptions de travaux. Et là, on a à peu près 16 000 logements qui sont concernés par des prescriptions de travaux, sur lesquels il est important d'accompagner les propriétaires des logements en question pour qu'ils passent effectivement à l'acte de réaliser les travaux. Aujourd'hui, il y a 9 000 logements qui ont fait l'objet d'un accompagnement, et on a eu l'occasion, par ailleurs, d'améliorer les modalités de prise en charge du reste à charge, avec une simplification des prêts qui pourront être mobilisés par les propriétaires des logements. S'agissant de l'effectivité sur la mise en œuvre des prescriptions qui ont été faites, je relève simplement qu'aujourd'hui, quand on est pris en infraction à la réglementation ICPE, on peut avoir une amende administrative, que s'il n'y a pas de régularisation, il y a la possibilité d'avoir une astreinte administrative. Donc ce sont des sommes à verser tous les jours jusqu'à la régularisation. Et puis en plus, à la fin, ça peut effectivement arriver à une suspension de l'autorisation, voire à la réalisation de travaux d'office. C'est sans doute perfectible, et en particulier, c'est ce qui a pu être relevé, qu'un certain nombre de prescriptions n'avaient pas été mises en œuvre. En termes de chiffres, je peux vous donner ce qui a été réalisé, je pense que c'est en 2018. 19. 86 amendes administratives en 2019, ce qui est le chiffre le plus élevé depuis que cet outil existe. 139 astreintes administratives, de la même façon, c'est le chiffre le plus élevé. 12 travaux d'office ont été effectués, ce qui est conforme à la moyenne des dernières années, et 43 suspensions d'activité ont été prononcées. Merci. Je vais donner la parole à la rapporteure, Mme Bonfanti-Dossat. Alors, on est désolé, Madame la Ministre, mais ce n'est pas dans les habitudes du Sénat. On n'a pas répondu aux attentes de votre cabinet qui souhaitait avoir les questions avant l'audition. On ne procède pas comme ça au Sénat, mais je suis sûr que vous arriverez très bien à répondre néanmoins. Madame la rapporteure. Oui, Madame, merci de votre rapport. Moi, vous avez parlé donc d'une augmentation d'inspection de 50% d'ici 2022. Mais est-ce qu'on peut envisager réellement un nombre supplémentaire d'inspections sans avoir
les inspecteurs, sans en avoir un nombre supplémentaire. Nous les avons auditionnés ici et effectivement, ils se plaignent de la charge de travail administratif qu'ils ont à faire, mais néanmoins, il semblerait qu'ils se plaignent aussi du nombre réduit. Ils aimeraient être aidés par de nouveaux inspecteurs. Est-ce que, dans des situations comme ça, il ne faudrait pas envisager d'avoir une police des sites dédiée aux sites industriels, où les inspecteurs pourraient venir vérifier si ces sites respectent la réglementation. Tout à l'heure, nous avons reçu l'assureur de Lubrizol. Cette police pourrait aussi demander les documents fournis pour les assureurs, puisque là on se rend compte que finalement l'assureur avait demandé certaines règles qui semblent ne pas avoir été respectées. Et puis pour finir, j'ai commencé ma première question des auditions et je vais terminer par, puisqu'on termine ce soir les auditions, par la même question, parce que finalement on n'a pas répondu. Comment aujourd'hui, au XXIe siècle, à l'heure où l'homme va dans la Lune, comment n'existe-t-il pas un registre informatique crypté, bien évidemment, en temps réel, qui nous renseigne sur d'abord la nature du contenu des fûts, la promiscuité avec d'autres fûts et anticiper, de dire voilà, si ça brûle ensemble, voilà le cocktail que ça va donner et voilà les effets qu'il va y avoir. Parce qu'il semblerait que la liste du cocktail et des produits ait mis vraiment longtemps à être révélée. Donc aujourd'hui, comment se fait-il qu'à notre époque, on ne puisse pas mettre en place un registre informatique qui nous renseigne sur ça, mais vraiment en temps réel? Merci Madame la rapporteure. Madame la ministre. Merci. Sur le dernier point, c'est bien ce que j'ai décidé de... Enfin, on va modifier la réglementation pour s'assurer qu'à tout moment, l'industriel est capable de nous fournir la liste et les quantités des produits en cause dans l'incendie. Ils sont aujourd'hui tenus de tenir à jour la liste des produits sur le site. En l'occurrence, ce qu'on leur demandait, c'était quels sont les volumes et la nature des produits mis en cause dans l'incendie. Mais au-delà de ça, il faut savoir s'il y a justement un incendie, quel est le cocktail, ce qu'il va donner. Et cela permettrait peut-être... C'est également ce que j'ai demandé. Bon, voilà. Ce qui serait bien, c'est que les pompiers puissent savoir ça. Évidemment, les services de la DREAL aussi. Et lorsque, avant de partir sur un incendie, sur un site industriel, que les pompiers sachent quel équipement ils doivent mettre pour affronter l'incendie. Donc c'est précisément ce que j'ai décidé, de demander aux industriels d'être capables de fournir, en cas d'incendie, immédiatement, voilà, et non pas une semaine plus tard, la liste, les quantités de produits, et on reprécise que dans l'étude de danger, ils devront analyser, en tout cas nous fournir les informations sur les produits susceptibles d'être produits par la combustion des produits stockés. Donc c'est bien ça qu'on a demandé. En termes de dispositions techniques, on tire les leçons aussi de cet incendie où, s'agissant de Normandie Logistique, la fourniture des listes a manifestement été compliquée par le fait que l'ordinateur avait brûlé ou je ne sais quoi, donc on leur demandera de se débrouiller pour avoir ces informations sur un serveur qui ne risque pas d'être rendu indisponible par l'incendie. Donc je pense que sur ce plan-là, on est parfaitement en ligne avec ce que vous évoquez dans les mesures que j'ai annoncées. Je ne suis pas sûre de comprendre votre question sur la police dédiée à l'inspection des sites industriels, parce que pour moi, c'est précisément ce que sont les inspecteurs des installations classées. C'est bien une police dédiée aux seuls ICPE qui est en charge à la fois de l'instruction des dossiers et de l'inspection des installations. Et ils ont des pouvoirs de police administrative, ils ont aussi la possibilité de dresser des procès-verbaux qui seront transmis au procureur. Donc là encore, les dispositions sur lesquelles on a travaillé avec Nicole Belloubet aussi sur la spécialisation des juridictions devraient permettre peut-être d'avoir
taux de poursuite plus important. C'est ce qu'on en attend, en tout cas. Mais ces pouvoirs de police administrative, la capacité de transmettre au procureur des procès-verbaux, c'est tout à fait ce que sont les inspecteurs des installations classées. Encore faut-il qu'ils investissent le terrain d'une manière plus importante, comme vous l'avez décidé, en ayant des inspections beaucoup plus importantes. Donc l'objectif, c'est d'augmenter les inspections de terrain. On va faire l'analyse des marges de manœuvre qu'on peut leur redonner avec des outils qui allégeront les charges administratives. Ensuite, on aura une évaluation de ce qu'il est, enfin, de savoir si ça suffit à faire le chemin nécessaire pour atteindre mes 50% de contrôle de plus. Et le cas échéant, on renforcera les effectifs des inspecteurs des installations classées. Permettez-moi quand même de douter, Madame la Ministre, qu'on arrive d'ici la fin du quinquennat à augmenter le nombre de contrôles de 50%. C'est un objectif très ambitieux et c'est bien d'être ambitieux, mais s'il n'y a pas les moyens en face des ambitions, j'espère me tromper, mais enfin ce sera noté au procès-verbal qu'en ce 26 février 2020, j'ai quelques doutes quant à l'atteinte des objectifs à moyens constants. Monsieur le Président, on pourra faire le suivi régulièrement de notre plan d'action. Quant à la création de juridictions spécialisées présentée par Madame Belloubet, pas plus tard qu'hier dans notre Assemblée, elle a clairement rappelé que ça ne changerait rien sur des accidents type Lubrizol, puisque ça resterait de la compétence de juridiction interrégionale. Marseille et Paris qui sont aujourd'hui spécialisés. Non, mais je vais juste le rappeler pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté pour mes collègues. Monsieur Husson. Oui, merci Madame la Ministre. Je me permets juste, avant de vous saisir de 2 ou 3 questions, honnêtement, je ne vois pas l'intérêt d'une annonce consistant à dire que vous voulez augmenter de 50% les contrôles avant la fin du quinquennat. Je le dis posément, je ne vois pas, la vie, elle a commencé avant le quinquennat, elle continue après. Je pense qu'il faut plutôt regarder par rapport au nombre de sites, par rapport au personnel dont vous disposez, par rapport à la manière dont les choses peuvent s'organiser. Permettez-moi de dire, je trouve que c'est un effet d'annonce, enfin, un peu inutile. Voilà. Je voulais aborder la question des règles et de la réglementation pour attirer notre attention et la vôtre sur finalement les 2 niveaux qui me paraissent être pris en compte. Beaucoup est demandé à la réglementation, voire à la loi. Je pense qu'il faut être attentif, enfin, à ne pas vouloir légiférer sur tout. Et en regard, comme ça vous allez mieux saisir ce que je veux dire, vous avez des opérateurs sur des sujets comme Seveso, mais pas seulement, mais en tous les cas pour des dossiers comme Seveso, qui sont des professionnels de l'assurance, qui ont des règles, qui vont donc au-delà de la loi, puisque finalement c'est par une convention entre les parties, par un contrat qui est signé, que l'assureur, garanti en plus par des organismes de réassurance, propose et fixe des règles qui peuvent être plus contraignantes. J'ai cru comprendre à travers ce que j'ai lu dans la presse que les alertes, les contrôles, ce qu'on appelle des inspections faites sur le terrain avaient été suivis de recommandations et normalement de prescriptions. Et souvent, quand ça n'est pas mis en œuvre, vous avez la prime d'assurance qui augmente. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne s'agit pas de vouloir, ni pour nous, je pense, ni peut-être pour vous, faire des annonces qui expliqueraient que demain, on aura réponse à tout. Je crois qu'il faut être plus prudent et qu'il faut laisser une part à un cadre légal et ensuite laisser aux parties la capacité de trouver une solution. Et s'il n'y a pas de solution, parce qu'à un moment, il peut y avoir un risque de risque non assurable ou de prix exorbitants, dans ce cas, ça doit remonter à un organisme qui tire la sonnette d'alarme et puis qui saisit l'État. Je le dis parce que je crois que c'est important. Deuxièmement, Madame la Ministre, je suis un peu surpris, et j'ai écouté votre propos liminaire, vous citez toujours un certain nombre d'organismes, mais je me dois de vous dire qu'il y a au moins un organisme associatif qui s'émeut d'être toujours passé sous silence.
qui est un organisme qui fait un travail, je crois, enfin des organismes associatifs assez remarquables, qui sont les associations agréées de surveillance de la qualité de l'air, qui agissent pour le compte de l'État dans le cadre de missions de service public, avec une collégialité d'acteurs et de partenaires qui les rend parfaitement opérants, avec une astreinte H24, avec des outils au service de tout le monde et bien sûr sous l'autorité de l'État. Donc n'oubliez pas d'intégrer leur présence, n'oubliez pas de les intégrer parce que ça s'est encore passé sur l'incendie de la Péniche où dans le premier COD, ils n'étaient pas mis dans la boucle. Honnêtement, mais c'est vraiment dommage. L'État a des outils, des personnels qui sont compétents, mobilisés, mobilisables, et vous donnez le sentiment, en tous les cas objectivement, de ne pas en tenir compte. Voilà. Donc je crois que c'est important. Enfin, ce que je voulais vous dire également, c'est en lien avec la première partie, ça peut apparaître un détail, mais ça n'est pas tout à fait un, sur le rôle de chacun. Parce que vous parlez par exemple du dépôt sur Rouen-Lubrizol. Et quand vous allez avoir des nouvelles règles, peut-être avec de nouvelles règles, en tous les cas plus draconiennes, il va falloir faire des aménagements, des règles de construction. Eh bien, il faut ces nouvelles règles, ces nouveaux dispositifs, il sera important de les faire passer, notamment aux architectes, etc. Parce que les règles, la loi et les règles d'assurance, ce n'est pas toujours les mêmes. Et dans ce cas-là, c'est l'acteur économique, c'est l'entreprise qui se trouve prise entre deux feux, entre par exemple les architectes qui disent bah si, ça respecte la loi, et puis l'assureur qui dit mais non, moi j'ai besoin de prescriptions plus importantes parce qu'il y a des risques, c'est ce que disait notre collègue sur les effets cocktails. Voilà, Madame la Ministre. Madame la Ministre. Oui, enfin écoutez, c'est votre liberté de penser que c'est un effet d'annonce d'augmenter de 50%. Je pense que c'est parfaitement cohérent avec ce que j'ai par ailleurs indiqué sur la nécessité d'inspecter systématiquement les installations classées dans un périmètre de 100 mètres autour des sites Céveso. Et je souhaite par ailleurs, en application de l'instruction que j'avais adressée au préfet, qu'il puisse effectivement y avoir des exercices sur voilà, le caractère opérationnel des plans d'opération internes réalisés de jour comme de nuit. Donc tout ça suppose qu'on renforce effectivement les contrôles sur site et la présence des inspecteurs. Et c'est ce qui me conduit à évaluer ce besoin à une augmentation de 50%. Étant entendu que je ne peux pas non plus me satisfaire du fait qu'on soit passé de 30 000 contrôles en 2006 à 19 000 contrôles, on va dire 19 725 contrôles en 2019, alors même que le nombre d'inspecteurs a augmenté significativement, puisqu'on était à 848 en 2001 et qu'on est à 1256 en 2011, à quasiment 1300 en 2019. Donc vous voyez, à un moment donné, manifestement, on a plus d'inspecteurs et on a moins de contrôles. Donc c'est aussi ma responsabilité de m'assurer qu'on décharge les inspecteurs de tâches qui peuvent sans doute être faites par d'autres pour que les inspecteurs soient présents sur le terrain, ce qui renvoie à ce que vous évoquiez sur la nécessité de contrôler que quand il y a des prescriptions, elles sont effectivement mises en œuvre. Sur le rôle des assurances, d'abord, moi je suis tout à fait favorable à ce qui est du reste préconisé par la mission d'information de l'Assemblée nationale, qu'il puisse y avoir une transmission des recommandations de l'assurance aux inspecteurs pour qu'ils puissent évidemment être au courant de ces préconisations. C'est un regard croisé. Par contre, je ne serais pas favorable à ce qu'on mélange les rôles. Le regard de l'assureur, ce n'est pas le même que le regard des inspecteurs. Le regard des inspecteurs, il se porte prioritairement sur les risques les plus importants, en particulier les risques létaux. J'évoquais le fait qu'à l'occasion des inspections et de la préparation dans le cadre de l'étude de danger de Lubrizol, on a supprimé une cuve GPL. C'est vraiment se concentrer sur ce qui présente des risques en termes de vie humaine ou de victimes le plus important. L'assurance a forcément un autre regard sur les charges qui peuvent lui incomber. Donc je pense que les deux sont complémentaires. Ça me semble important qu'on puisse avoir la transmission
au DREAL des recommandations, mais pour autant, je pense qu'on est aussi légitime à vouloir poser des prescriptions plus opérantes sur les conditions de stockage d'un certain nombre de matières, et c'est ce qu'on va faire au travers des modifications réglementaires que j'ai annoncées. S'agissant des ASCA, elles sont au cœur de ces dispositifs de surveillance de la qualité de l'air. Elles n'ont pas toutes des astreintes. Donc du coup, c'est vrai qu'en l'occurrence, quand elles n'ont pas d'astreinte, on doit aussi trouver d'autres acteurs qui peuvent intervenir à toute heure du jour et de la nuit. Mais les ASCA sont évidemment au cœur de ces dispositifs de surveillance de la qualité de l'air. Je rappelle qu'ils sont sous l'autorité de personne, mais qui sont agréés par l'État. Et moi, j'ai toute confiance dans ce qui est produit par les ASCA. Vous avez peut-être noté qu'il y avait eu un début de polémique à Rouen, puisque l'agence en question a fait le choix, à un moment donné, d'arrêter de publier ces indices, ces mesures, compte tenu du décalage qu'il pouvait y avoir entre des mesures qui paraissaient normales et qui, de fait, portaient sur des polluants qui étaient en concentration normale, dioxyde de soufre, d'azote, PM10 et ozone, et qui ne rendaient pas compte du ressenti de la population, qui pouvait difficilement accepter l'idée que la qualité de l'air était satisfaisante, alors qu'on avait en particulier notamment des problèmes d'odeur qui ont duré un certain temps. Dans certains cas, les assurances paraissent plus exigeantes que les services de l'État, puisque nous avions, il n'y a pas très longtemps, il y a 2 heures, ici même l'assureur de Lubrizol, et qui, comme vous le savez, a mis le doigt sur des défaillances qui se sont révélées malheureusement pertinentes, non pas les défaillances, mais le pointage de ces défaillances. Et je crois que l'argument de Lubrizol a été de dire, mais on est en conformité avec la réglementation. Donc sur ces points, on a plutôt le sentiment, sauf à ce que vous nous disiez l'inverse, que la réglementation est plus souple que les prescriptions des assurances. En tout cas, dans le cas de Lubrizol, c'est ce qui nous a semblé comprendre. Alors, je pense que je ne suis pas en train de vouloir opposer la réglementation et les prescriptions. Je dis que la logique n'est pas la même et qu'en l'occurrence, les recommandations qui avaient été faites par l'assurance étaient certainement pertinentes, qu'on aurait tort de se priver de l'expertise de ces assureurs, et que je souscris à la proposition qui a été faite par la mission d'information de l'Assemblée nationale, que ces prescriptions soient systématiquement transmises au DREAL. Les défaillances soulevées par l'assurance avaient déjà été pointées du doigt en 2008, hein, donc oui. on est dans... C'est ce qu'on disait, je disais tout à l'heure. Bien, Madame Brulin. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. D'abord, quelques éléments qui concernent l'indemnisation, les indemnisations à la suite de l'incendie, et notamment qui concernent les agriculteurs, parce que indemnisés, ils doivent visiblement signer une quittance subrogative et une cession de droit qui, en gros, dit qu'ils reconnaissent que le règlement qui leur a été versé est à titre définitif et qu'ils ne peuvent plus, par la suite, soulever d'éventuels recours ultérieurement. Or, tout à l'heure encore, on a reçu des personnels de santé qui nous disaient la nécessité de faire des études de santé au long cours. Et donc, moi, je ne comprends pas et je n'accepte pas qu'on puisse faire signer, que Lubrizol puisse faire signer ce genre de document en exigeant que par la suite, il n'y ait plus de recours, parce qu'on ne sait pas à l'heure actuelle s'il peut y avoir des conséquences ultérieures. Et évidemment, c'est difficile que les agriculteurs puissent signer ça. De la même manière, quel recours existe pour des producteurs qui considéreraient que le préjudice qu'ils ont subi n'a pas été reconnu en totalité. Aujourd'hui, on ne connaît pas ces recours qui concernent évidemment la convention entre Lubrizol, Exetec, qui est le prestataire, et le Fonds de mutualisation sanitaire et environnementale. D'ailleurs, il y a des agriculteurs qui ont témoigné du fait que ils ont des fins de non-recevoir à leur demande d'indemnisation de la part d'Exetec sans aucune justification. Tout ça pour dire que
il me semble qu'il faudrait que l'État, que la puissance publique globalement, ne laisse pas l'ensemble de ses victimes, parce que ce sont bien de victimes dont il s'agit, seules face à Lubrizol ou à son prestataire, parce qu'on voit bien qu'on n'est pas tout à fait dans un rapport de force qui permet de se faire entendre. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose qui a commencé à être évoquée par mes collègues, c'est le projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique. Parce qu'il nous semble quand même que peu d'enseignements de ce qui s'est passé autour de Lubrizol ont été pris en compte. Je me souviens que lors d'une de toute première audition, qui n'était même pas encore de cette commission d'enquête, mais de la commission développement durable, dans laquelle je m'étais invitée avec dans la laquelle bénédiction. Vous étiez invitée, Madame Brunel, voilà, c'est ce que différent. je dis précisément. Dans laquelle je m'étais invitée, mais avec la bénédiction de son président. Vous aviez vous-même d'entrée de jeu, et moi j'avais été sensible à cette analyse-là, dit que c'était un accident d'un type nouveau, où il n'y avait pas de victime immédiate, fort heureusement, mais peut-être, et on ne le souhaite évidemment pas, mais des conséquences à plus long terme, et que ça nécessiterait très certainement des évolutions de la réglementation ou de la législation. Alors, vous faites un certain nombre de propositions, je les prends bien évidemment en compte, mais quand on voit le projet de loi qui sera examiné dans quelques jours au Sénat, on se dit qu'on pourrait quand même aller un peu plus loin, et qu'en tout cas, on pourrait ne pas revenir en arrière sur le droit de l'environnement, parce qu'il y a manifestement quand même des assouplissements et des simplifications qui sont évidentes, et au-delà du signe que ça donne, un des enseignements à tirer de l'incendie de Lubrizol, c'est quand même la défiance à l'égard de la parole publique, et n'avoir transcrit dans ce projet de loi que les aspects simplification du rapport Kasbarian et absolument aucun élément qui concerne la culture du risque ou de la sécurité, ou qui concerne les enquêtes publiques, l'association des différents partenaires, je trouve que c'est ne retenir aucun enseignement de l'incendie de Lubrizol, et j'aimerais vraiment que vous entendiez ce message-là. Madame la Ministre. Si, alors, sur l'indemnisation des agriculteurs, moi je pense qu'ils peuvent tout à fait avoir une réparation au civil. Pour accélérer le processus, il y a une sorte de procédure transactionnelle, on va dire, qui a été mise en place par Lubrizol. Moi, si les agriculteurs, mais je vous invite à poser plutôt la question au ministre de l'Agriculture, pensent que cette procédure n'est pas satisfaisante, il faut effectivement revoir avec Lubrizol les modalités, les conditions de cette indemnisation. Franchement, c'est vraiment mon collègue de l'agriculture qui serait le mieux à même de répondre. Moi, je ne suis pas directement en lien avec les agriculteurs pour vous apporter des réponses sur le contenu des indemnisations qui leur sont proposées. Sur le projet de loi ASAP, je pense que vous aurez compris que ce projet de loi ASAP n'est pas la conséquence que le gouvernement tire de l'accident Lubrizol. Les conséquences que l'on en tire sur la première partie, prévention, éviter qu'un tel incendie se reproduise, j'ai eu l'occasion de les évoquer. Pour l'essentiel, ce sont des dispositions de nature réglementaire. La création d'un bureau d'enquête accident qui soit une véritable indépendance, ce qui facilitera aussi les relations avec l'autorité judiciaire, nécessitera une disposition législative. S'agissant du contenu, donc je vous dis, ça n'est pas la conséquence de Lubrizol, c'est des réflexions antérieures comme vous l'avez pointé. Pour autant, moi je suis sensible au fait qu'une simplification peut être lue comme une régression. Et je vous dis, on aura l'occasion d'avoir des échanges avec les associations de protection de l'environnement qui sont très sensibles sur ces sujets, et j'y suis aussi forcément sensible. Mais vous voyez, je ne pense pas qu'en mettant en cohérence les règles relatives à la saisine du CODERST, je pense qu'on peut tous reconnaître qu'il est assez paradoxal que pour les sites qui présentent les risques les plus élevés et qui sont donc soumis à autorisation aujourd'hui, la consultation du CODERST est facultative. Pour la catégorie qui présente moins de risques, aujourd'hui, elle est systématique. Je continue à penser que les préfets feront preuve de bon sens et ne
se dispenseront pas de solliciter l'avis du CODERST sur un projet sensible sur lequel il y a lieu d'avoir un maximum d'éclairage autour de la décision. Puis j'ai également évoqué les dispositions sur la possibilité, dans des sites où il n'y a pas d'enjeu en termes de loi sur l'eau ou d'espèces protégées qui sont d'ores et déjà artificialisées, où il n'y aurait pas besoin d'une autorisation de défrichement, de démarrer des travaux, au risque de celui qui porterait le projet de ne pas avoir l'autorisation environnementale. Donc voilà, je ne pense pas qu'on soit... Enfin, je pense qu'en aucun cas on est en train d'assouplir ou de reculer sur la réglementation des sites ICPE, étant entendu que les mesures, on va dire, pour mieux prévenir ces incendies seront pour l'essentiel de niveau réglementaire, mais on pourra vous les transmettre dans l'esprit de ce que j'ai évoqué. Vous faites un petit peu le pari que les préfets d'eux-mêmes auront à cœur de consulter sur ces dimensions environnementales. Je dirais, Monsieur le Président, que si on part de l'idée que les préfets n'ont pas une bonne appréciation des dossiers sensibles, on voit aujourd'hui à quel point on a un enjeu d'acceptabilité pour ces installations. Moi, j'en retiens qu'on a plus que jamais besoin de partager ces enjeux en amont, plutôt que de se dispenser, quand on est sur un sujet sensible, d'en parler avec les riverains, avec les associations de protection de l'environnement. Je pense que si les préfets n'ont pas perçu cette évolution et ces attentes sociétales, il y aura un problème et on pourra leur rappeler. Madame Tocqueville. Merci, Monsieur le Président. Alors, Madame la Ministre, je vous prie de m'excuser, mais je vais revenir sur 2 points qui ont déjà été évoqués. L'article 24, donc, qui supprime la consultation systématique du CODERST. Vous venez de rappeler qu'effectivement, dans les CODERST peuvent s'exprimer les riverains, peuvent s'exprimer les associations de l'environnement, les consommateurs, le monde médical. Donc la question que je me pose, alors, est bien évident, comme vous l'avez dit, que ce projet de loi n'arrive pas précisément parce qu'il y a eu le Lubrizol. C'est un fait. Mais il se trouve qu'il y a eu le Lubrizol, et je partage les propos de ma collègue Céline Brulin. Il faut quand même considérer que sur le terrain, dans le département et évidemment dans les communes qui ont été concernées, l'émotion, elle est toujours très vive. L'inquiétude est toujours très, très vive. Parce qu'il y a quand même des incertitudes sur les conséquences sanitaires. On le sait, cela nous a été rappelé tout à l'heure. Et est-ce que, justement, on n'aurait pas pu faire, le gouvernement n'aurait-il pas pu faire le choix inverse, c'est-à-dire d'aligner la législation vers le haut, avec une consultation obligatoire du CODERST et de la CDNPS, plutôt que, pour les installations ICPE, plutôt que d'aller vers le bas. Parce que qui peut le plus, peut le moins. Et il me semble que là, c'eût été, à mon avis, une décision qui va dans le sens de la démocratie environnementale qui se développe et à laquelle sont de plus en plus attachés nos concitoyens. C'était la première chose. La deuxième chose, je veux revenir aussi sur l'axe 4, donc des retours d'expérience qui sont dans le rapport. Concernant le renforcement donc des contrôles. Et donc il est noté très clairement renforcer les contrôles et se doter des moyens d'enquête. Et on note qu'une réflexion sera menée pour maintenir les compétences rares et l'attractivité des postes d'inspecteurs d'installations classées. Or, j'insiste sur le mot rare. Donc, dans un premier temps, si j'ai bien compris, mais je ne sais pas, les personnels actuellement affectés à des tâches administratives vont être transférés donc à des tâches d'inspection. Est-ce que j'ai bien compris? Si tel est le cas, effectivement, ces compétences rares, est-ce que ces personnels disposent de ces compétences rares? La deuxième chose, et je reviens sur une question qui a déjà été posée, pour arriver dans les 5 ans à obtenir, je dirais, ce corps d'inspecteurs qui devront contrôler donc ces installations classées, mais on note aussi qu'il y aura des contrôles ciblés sur les sites Seveso, en élargissant le périmètre et en prenant en compte tout l'environnement de ces sites. Cela suppose donc des personnels nombreux, indépendamment de la formation. Quels crédits seront affectés à la formation de ces personnels et a-t-on estimé effectivement le nombre de ces personnels nécessaires au vu des nombreux sites Seveso classés seuil haut sur notre territoire? Je vous remercie. Merci Mme Tocqueville. Madame la Ministre.
Alors, sur la consultation des CODERST, je voudrais vous expliciter ce que peut être une installation soumise à déclaration ou à enregistrement. Par exemple, vous pouvez avoir des tris de déchets non dangereux. Vous pouvez avoir des entrepôts de carton en zone artificialisée. Moi, je pense qu'il n'est pas inutile de permettre de consacrer les débats du CODERST aux dossiers les plus sensibles, sous l'appréciation du préfet. Mais si on part de l'idée que les préfets vont mal utiliser ce pouvoir d'appréciation, il y a en effet un problème. Je pense qu'on doit plutôt partir de l'idée que les préfets peuvent faire la différence entre une installation sensible, et évidemment le CODERST a été consulté sur le redémarrage très partiel du site Lubrizol, mais peut-être que d'être consulté sur une installation de tri de déchets non dangereux n'a pas la même sensibilité. Donc moi, je continue à penser que cette faculté cette possibilité qui est finalement donnée de consacrer tout le temps des débats du CODERST à des dossiers, aux dossiers les plus importants, me semble une bonne faculté. Mais ensuite, ça peut évidemment se débattre. Sur la réalisation des contrôles, il ne s'agit pas d'affecter à des inspections des agents qui auraient des compétences pour gérer des dossiers, des procédures administratives. Je fais le constat qu'alors même que les effectifs ont sensiblement augmenté, le nombre de contrôles a diminué. Ce que j'explique par le fait qu'on a mobilisé nos inspecteurs sur l'élaboration des PPRT. Il y a certainement aussi le classement des éoliennes en installation classée, qui est un sujet qui leur prend du temps. Mais je pense qu'il y a aussi des tâches administratives dont on peut les décharger. Donc l'idée n'est pas d'affecter des gens ayant des compétences administratives à des tâches d'inspection, mais de décharger les inspecteurs de tâches administratives qui peuvent être faites autrement. Et donc c'est comme ça qu'on pourra redonner à ces missions d'inspecteurs, je pense qu'il s'agit de les recentrer sur leur cœur de métier, parce que ce sont effectivement des compétences très précieuses qu'il n'est pas utile de détourner au profit de tâches administratives qui peuvent soit être mieux gérées par des logiciels adaptés, soit être faits par d'autres. Merci. Monsieur Vial. Oui, Madame la Ministre, comme on arrive au terme des travaux des auditions, une question qui m'amène davantage d'ailleurs sur le volet de la responsabilité plutôt. Alors ce n'est pas que le domaine du risque du contrôle ne soit pas, au contraire, mais il était longuement évoqué et on voit bien qu'il y a le champ effectivement de la loi, du règlement et de toutes les mesures qui ont été largement échangées ce soir. Mais il y a le droit commun qu'on oublie un petit peu, c'est le principe de la responsabilité. Il a évolué au cours des événements, après Seveso, la SF Toulouse, Erika et aujourd'hui Lubrizol. On a eu jusqu'à pas si longtemps que ça un principe de responsabilité qui était le principe de responsabilité du droit commun de 1382 depuis Napoléon. Et puis on a eu effectivement, dans un deuxième temps, avec l'Erika notamment, le principe de responsabilité environnementale dit pollueur-payeur. Et puis, plus récemment, avec la loi du 8 août 2016, le préjudice écologique. Donc on voit effectivement que ce principe de responsabilité de droit commun s'est affiné. Et je l'évoque pour rejoindre les questions qui ont été évoquées tout à l'heure en matière d'indemnisation. On a vu que, concernant Lubrizol, il y a eu des propositions d'indemnisation. Alors il y a toujours le côté un petit peu en se disant, est-ce que l'industriel ne fait pas un geste un petit peu psychologique commercial, excusez-moi l'expression, pour montrer sa bonne foi, mais essayer en même temps, ça a été soulevé tout à l'heure, de passer des conventions pour dire je verse une indemnisation forfaitaire, je signe une convention valant seule de tout compte, et puis c'est terminé. Voilà. Donc on voit bien que les choses
ont évolué, qu'elles évoluent dans le bon sens, mais aujourd'hui, au regard effectivement de l'affaire Lubrizol, comme j'évoquais les autres incidents passés qui ont amené à l'évolution de la loi, j'évoquais les deux évolutions, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que nous avons un cadre législatif qui est satisfaisant, ou si l'affaire, l'événement Lubrizol a fait apparaître effectivement des situations qui mériteraient d'être affinées. Je parle du coup de l'indemnisation, puisqu'effectivement la presse en a beaucoup parlé, mais malheureusement nous savons peu de comment les choses se sont mises en œuvre, comment elles ont été contrôlées et comment elles pourraient s'améliorer pour être sûr effectivement que les dommages puissent être aidés rapidement, sans priver les droits. Ça a été évoqué tout à l'heure pour les agriculteurs. C'est toujours le risque d'avoir une indemnisation qui soit versée rapidement, sans que ça éteigne les droits de ceux qui ont des préjudices estimés immédiatement ou qui peuvent apparaître dans le temps. Merci. Merci, Monsieur Vial. Madame la Ministre. Enfin, moi, je pense qu'aujourd'hui, on a un arsenal juridique qui est important pour s'assurer, d'abord, qui affirme très clairement la responsabilité sur les conséquences, tous les préjudices environnementaux que génère un exploitant. Ce principe-là, il est absolument clair. Ensuite, c'est vrai qu'en l'occurrence, on sait très bien que les procédures et les jugements peuvent intervenir tardivement. D'où l'idée qu'il pouvait être utile que l'industriel assume la responsabilité d'indemnisation sans attendre des décisions civiles. Moi, je ne sais pas quelles sont les conditions proposées par Lubrizol et je ne sais pas si c'est satisfaisant. Je ne sais pas comment ont été évalués les préjudices, si c'est la perte instantanée des productions agricoles ou si le préjudice, la suspicion, on peut dire, sur les produits issus de la zone ont bien été prises en compte, je ne sais pas. En tout cas, il y a des procédures pour assurer la réparation des préjudices par l'industriel en cause qui fonctionnent bien. C'est vrai que dans le même état d'esprit, vous avez sans doute eu l'occasion de débattre de la convention judiciaire écologique qui nous semble une voie intéressante à creuser par analogie avec ce qui existe, par exemple, en termes de corruption ou de fraude. C'est ce qui a conduit récemment Airbus à devoir payer 2,6 milliards d'euros. Donc on voit que c'est des outils qui sont très puissants pour obtenir des réparations larges des préjudices. Donc je pense que c'est intéressant qu'on puisse se doter d'outils complémentaires. Et ça pourra être aussi évoqué dans le cadre des débats du projet de loi sur la justice environnementale. Moi, je pense, mais on est en train de continuer à l'expertiser, qu'il y a peut-être des trous dans la raquette sur les sanctions en termes d'atteinte à l'environnement qui pourraient justifier d'avoir un délit d'atteinte générale à l'environnement comme on a aujourd'hui des délits de mise en danger de la vie d'autrui. Donc c'est une réflexion qu'on est encore en train d'approfondir. Il me semble qu'il y a un certain nombre de cas où les sanctions qui sont encourues pour non-respect d'un certain nombre de prescriptions sont insuffisantes au regard de l'ampleur du préjudice. Donc du coup, on est en train et en même temps, il ne s'agirait pas de créer une instabilité juridique pour les industriels qui se sont conformés en toute bonne foi aux prescriptions qui ont été données. Mais moi, j'ai en tête, sans dénoncer personne, un certain nombre de cas d'un industriel dans le centre de la France dont les stockages ont brûlé pendant 3 mois d'affilée. Il est passible aujourd'hui d'une sanction au titre du non-respect des capacités de stockage de son site. Ben, ça ne me semble pas à la hauteur du préjudice qui a été créé. Voilà, donc peut-être qu'on aura, outre la convention judiciaire écologique portée dans le projet de loi de Nicole Belloubet, à réfléchir sur la façon dont on traite ce genre de situation où la sanction n'est manifestement pas à la hauteur du préjudice, tout ceci allant de pair aussi avec un sujet dont vous avez peut-être débattu avec Nicole Belloubet sur notre volonté de renforcer les sanctions sur les atteintes à l'environnement, de revoir un peu l'échelle des peines, qui est aussi une réflexion sur laquelle qu'on est en train de mener. Merci, Monsieur Martin.
Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, beaucoup de choses ont déjà été évoquées. Moi, je voudrais revenir sur deux sujets que vous avez évoqués dans votre propos introductif concernant les améliorations que vous souhaitez apporter en matière de politique de prévention concernant les établissements Seveso, ainsi que les politiques de prévision, ce qui est deux choses totalement différentes. Vous avez évoqué tout d'abord, et moi je souscris à cette obligation, et je ne parle pas d'effet cocktail, mais d'effet domino, faire en sorte d'éviter que la propagation d'un établissement à un autre se réalise, et donc limiter cette propagation par des compartimentages et plus important, malgré complètement. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, en ce qui concerne la politique de prévision, cette fois-ci, je voulais évoquer quelque chose qui me tient à cœur, c'est les exercices. En matière d'établissement recevant du public, on a régulièrement des exercices qui ont lieu, je pense notamment aux établissements scolaires. En début d'année scolaire, ça se passe sous l'autorité du chef d'établissement, en y associant d'ailleurs le maire de la commune. Mais là, on se trouve dans une situation totalement différente, puisque là, il s'agit des pouvoirs de police administrative générale qui sont assumés par le maire de la commune, alors que nous sommes en matière d'établissements dits classés, dans une politique dite spéciale et qui relève des pouvoirs du préfet. Ces questions d'exercice, on le voit très bien, notamment dans le département de la Seine-Maritime. On a un département qui accueille, si je puis me permettre ainsi, le nombre d'établissements Seveso le plus important de France. C'est le département de la Seine-Maritime. Et on voit très bien qu'entre Le Havre, Port-Jérôme d'un côté, et la métropole rouennaise, il y a eu un développement de la culture du risque du côté du Havre, où depuis pas mal d'années, il y a assez régulièrement des exercices qui sont organisés. Donc moi, je voudrais vous dire que ces exercices, à mes yeux, sont indispensables pour permettre aux populations, et notamment aux plus jeunes d'entre eux, les scolaires, de pouvoir intégrer, ce qui n'était pas le cas. On est plusieurs du département, moi j'étais président du département de la Seine-Maritime il y a encore quelques mois, où les habitants des communes concernées n'avaient pas totalement réalisé ce que généraient potentiellement les risques des établissements Seveso implantés sur la métropole rouennaise. Et donc, ces conduites à tenir, ces réflexes, il faut en permanence les rappeler à la population, les rappeler bien sûr aux entreprises voisines, y associer le maire de la commune ou des communes voisines, parce qu'on l'a très bien vu également. Un des réflexes premiers des habitants, c'est de se tourner vers le maire. Ils font fi des subtilités des différentes des polices administratives. Et donc ces exercices, moi je souhaite qu'ils soient réguliers, qu'ils soient nocturnes ou pas forcément nocturnes, mais en même temps que vous parliez d'une autre problématique qui est la constitution de réserves d'émulseurs. Effectivement, pour éteindre les feux d'hydrocarbures, il faut de l'émulseur. Et sur un feu comme celui de Lubrizol, aucun service départemental d'incendie de secours ou d'entreprise aujourd'hui n'avait les capacités seules, en termes d'émulseurs, à pouvoir éteindre un tel sinistre. Alors, il existe des conventions de mutualisation et de solidarité entre les différentes entreprises, entre les différents SDIS. Moi, je voudrais, et j'en terminerai là, qu'à l'occasion de ces exercices, l'ensemble des coûts supportés tant par la puissance publique, quand on connaît la tension des budgets des SDIS, que par les entreprises, soient financés par les entreprises Seveso pour supporter les coûts de ces exercices. Alors, l'émulseur, ça coûte cher, ça coûte même très très cher. Il ne me semble pas logique qu'en termes d'exercice, ça soit en partie la puissance publique, donc les SDIS, qui supportent les coûts de ces exercices. Bien sûr, lorsqu'il y a non plus un exercice, mais une opération comme nous l'avons connue, qu'il y ait une participation de la puissance publique à l'extinction de ce sinistre est une évidence. Mais en termes d'exercice, je résume,
les rendre obligatoires, y associer l'ensemble des partenaires, le SAMU, les polices municipales, les policiers, bien sûr les SDIS, la commune concernée, et que la prise en charge soit intégralement supportée par les entreprises, générant potentiellement ces risques. Voilà. Merci, M. Martin. Madame la ministre. Merci. Donc, je vous confirme qu'effectivement, on a des dispositions de deux ordres pour limiter les effets dominos. C'est d'abord la révision de la réglementation sur les stockages dans les entrepôts. Donc, on a engagé les concertations avec les fédérations professionnelles pour finaliser les nouvelles dispositions réglementaires. Et puis donc, l'inspection dans les 100 mètres autour des sites Céveso, seuil haut. Sur la gestion de crise, la culture du risque, donc on a une mission d'inspection dont on attend les retours. Moi, je pense qu'on peut se dire effectivement que, d'une part, et puis par ailleurs, pardon, excusez-moi, il y a quand même effectivement le fait de passer à des exercices obligatoires tous les ans sur les sites Céveso seuil haut et non pas la recommandation qui est le cas aujourd'hui tous les 3 ans. Ensuite, moi, je suis assez frappé de ce que vous dites sur la différence de culture de risque selon finalement le bassin industriel. Je suis aussi frappé, pour avoir malheureusement eu à me déplacer dans le cadre de risques naturels, sur le fait que je pense que les maires ont vraiment pris à bras-le-corps, dans le cadre de leurs plans communaux de sauvegarde, la question des risques naturels. Et moi, je pense que si on a eu, certes, des victimes, mais fort heureusement en nombre relativement limité malgré les inondations qui ont frappé notre pays l'automne dernier, c'est parce que finalement je crois que les maires se sont vraiment saisis dans leurs plans communaux de sauvegarde de cette culture du risque naturel. Je pense que ça n'est certainement, enfin ça me semble être nettement moins le cas sur la question des risques industriels. On a certainement à réfléchir à la façon dont on peut renforcer cette culture sur les risques industriels. Les instances de concertation qui existent aujourd'hui, alors elles existent à la fois sur chaque site, c'est les anciennes CLI, les CSS, voilà, les comités de suivi des sites, finalement ne me semblent pas répondre à la question de la diffusion de l'information, la bonne information des riverains sur l'existence de risques et la façon dont ils peuvent se manifester et la façon dont il faut réagir si jamais ce risque est avéré. Donc on a effectivement certainement un champ à compléter sur la culture du risque industriel, à l'image de ce qu'on a malheureusement eu l'occasion de faire suite à différentes catastrophes naturelles ces dernières années. Oui, Monsieur Martin. Rapidement, parce que j'ai encore plusieurs demandes de parole. Très rapidement, la dernière question que je vous ai posée sur le financement des exercices. Le financement des exercices, pour moi, sur les émulseurs, ce sont les industriels qui financent aujourd'hui et pas les SDIS. Et donc, c'est à l'industriel qu'il appartient de disposer des produits nécessaires à l'extinction de son incendie. Ensuite, la mobilisation du SDIS, là, bon, peut-être à creuser. Merci, Monsieur Tissot. Oui, merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Juste une information complémentaire à propos de l'assureur. On l'a auditionné tout à l'heure et je lui ai posé la question clairement, en lui demandant, une fois l'état des lieux fait, en soulignant les améliorations que pourrait apporter Lubrizol, est-ce que la prime d'assurance serait moins chère ? Il m'a confirmé que oui. Donc, c'est un peu un conflit d'intérêt, parce que quel intérêt il a, une entreprise pour gagner de l'argent, donc je ne sais pas s'il a intérêt à ce que finalement... non, je suis peut-être un peu abrupt, mais c'est une question que je pose. Et une deuxième question, et ça a été mon fil rouge tout au long de ces auditions, et comme c'est la dernière, c'est à propos de l'eau. Voilà. Dans cette même salle, Christophe Castaner m'avait confirmé que l'eau de la Darse, qui avait servi de stockage pour l'eau polluée, pour éteindre le site, cette eau était donc polluée. Et ma question est claire, comment avez-vous... Est-ce que, d'abord, l'eau est dépolluée, et qu'est devenue cette eau? Qu'est devenue cette eau? L'eau stockée, cette eau. Madame la Ministre. Alors, donc, moi je redis que les assureurs,
qu'on a une réglementation nationale qui fixe finalement des règles à respecter par tous les industriels, que les préfets peuvent renforcer en fonction de la configuration du site. Et je pense que le regard des assureurs, dont je redis que leur lecture est différente, c'est-à-dire que eux, ce qui va les intéresser, c'est finalement les mesures qui peuvent réduire le risque économique qui, in fine, leur retomberait dessus en cas d'accident. En tout cas, c'est vrai que les recommandations qu'ils peuvent être amenés à faire sont précieuses. Je pense que pour l'assureur, avoir moins de primes, mais ne pas avoir à gérer un sinistre, ça reste certainement financièrement très utile. Sur la DARS, les opérations de dépollution sont aujourd'hui terminées. Donc c'était à la fois... Alors, l'eau elle-même, elle avait été confinée pendant... on a pu mettre en place des protections grâce à l'intervention notamment des services du port. La destruction de la faune était liée à une sous-oxygénation de l'eau à ce moment-là, et donc ça, c'est quelque chose qui est revenu à la normale. Par contre, compte tenu de l'évacuation des eaux d'extinction de l'incendie, il y a eu un travail important de dépollution, notamment de nettoyage des quais, des enrochements, de l'émissaire lui-même. J'entends que les quais ont été nettoyés, mais c'est vraiment... Parce qu'en fait, la question, elle est fondamentale. Qu'est devenue l'eau polluée? Est-ce qu'on l'a rebalancée à la Seine? Non, mais c'est des millions de mètres cubes, quoi, ou des centaines de milliers de mètres cubes. Je vais vérifier, mais je ne pense pas que les services en charge de la dépollution envoient de l'eau polluée comme ça dans la Seine. Mais je vais vérifier, je vous apporterai la réponse. Oui, c'est ma question. Voilà. Il semble vraisemblable qu'elle soit allée quelque part quand même, cette eau. Je ne pense pas qu'elle se soit évaporée. L'eau d'extinction, d'abord, elle aurait dû être stockée dans des bassins de rétention. Oui, mais ça, on sait que ça n'a pas été le cas. Donc. Ça n'a pas été le cas, et l'eau qui a été collectée, pour moi, elle a été envoyée dans des sites de dépollution de la région. On va vérifier. Alors, c'est pas ce qu'on nous a dit jusqu'à aujourd'hui. Moi, je voudrais bien vous croire parce que ça me convient bien comme réponse, mais c'est pas ce qu'on nous a dit. Je préférerais, mais je vais vérifier. D'accord, merci. Ça paraît compliqué quand même, compte tenu des volumes d'eau en question, qu'on ait pu tout stocker, tout transférer, parce que Bon, vous nous ferez une petite réponse écrite. Pour terminer, Madame Cartron. Oui, merci, Monsieur le Président. Madame, moi, je vais... Voilà, arrivant en fin de parcours, je vais rebondir sur ce qui nous avait été dit justement dès les premières auditions, la non-culture du risque qui était intégrée par les habitants. Et donc je le couple avec les quelques visites que j'ai faites sur le terrain en Gironde, puisqu'on a un certain nombre d'usines Seveso, donc seuil haut, et j'ai vu une prise en compte très différente des élus, de cette culture du risque et de cette information faite aux populations, à la fois parce que quelquefois, lorsque l'usine est vraiment en cœur de cité, l'information est faite. Lorsqu'elle se trouve dans la campagne, à côté d'un village, il y a un village où il y a une usine d'artifice, là, le maire m'a dit, moi, je ne fais aucune information, c'est à côté, bon, on verra bien si ça... Voilà. Donc, je pense qu'il y a un besoin d'accompagner les maires, parce que il y a la peur d'inquiéter de façon abusive, la peur aussi de stigmatiser la commune. Et donc, je pense qu'il leur faut un accompagnement fort pour pouvoir justement permettre aux habitants de s'approprier en toute quiétude ce qui est cette culture du risque. Et puis la deuxième question que j'aimerais poser, c'est où en sommes-nous
Et quelle procédure par rapport à la remise en marche de l'usine? Je sais qu'il y a une remise en marche partielle. Qu'est-ce qu'il en est des phases qui pourraient suivre? Comment? Avec quel accompagnement? Et qui prendrait les décisions? Avec après une dernière petite... Voilà, vraiment dire que par rapport à la loi de simplification, moi je partage les doutes par rapport au signal qui pourrait être envoyé dans le contexte actuel de justement, on pourrait interpréter qu'on baisse la garde et c'est bien de faire confiance au préfet, il n'y a pas de raison de ne pas leur faire confiance, parfois c'est après un peu compliqué. Merci Madame la Ministre. Merci. Enfin, sur le dernier point, le Parlement est souverain sur le vote de la loi. Moi, je vous ai exposé d'un point de vue strictement technique, je dirais, ce qu'il en est sur est-ce qu'on est en train ou pas de baisser la garde. Je ne pense pas. Ensuite, il y a des symboles et je l'entends. Sur la culture du risque, moi j'entends ce que vous dites, et vraiment c'est l'objet de la deuxième mission interinspection qui est en cours. Je pense qu'aujourd'hui, on a des structures de concertation, les commissions de suivi de sites, les secrétariats permanents pour la prévention des pollutions industrielles et des risques. Je ne pense pas que ça favorise l'appropriation de ces enjeux de risques industriels par la population comme on pourrait le souhaiter. Et donc, il y a certainement à progresser dans ce domaine. C'est vrai qu'on a... un certain nombre de pays, vous avez sans doute vu que le Japon organise des journées sur le risque. Bon, c'est quelque chose aussi auquel on a réfléchi dans les Outre-mer, mais plus sur la partie risque naturel. En tout cas, il y a certainement un enjeu d'appropriation de ces risques. Sur le redémarrage de l'installation, donc on a eu une demande de l'industriel sur cette partie strictement limitée. À ce stade, on n'a pas de demande d'autorisation, à ma connaissance, de la part de l'industriel. Bon, il y a par ailleurs l'enquête judiciaire qui est toujours en cours. Donc, voilà, je ne peux pas vous parler de l'instruction d'un dossier qui n'est pas aujourd'hui déposé. Voilà pour cette audition d'Elisabeth Borne. La ministre de la Transition écologique propose notamment de renforcer les sanctions en termes d'atteinte à l'environnement. Elle évoque par exemple la création d'un délit d'atteinte à l'environnement. Voilà, c'est la fin de cette émission. Restez avec nous, l'information politique continue sur Public Sénat.